L'Égypte est un don du Nil, disait Hérodote. Nous affirmons aussi que l'Égypte des pharaons est le résultat du génie de l'intellect africain. Pour le prouver, rentrons dans l'histoire et pour rentrer dans l'histoire, il faut consulter les sources. À cet effet, les égyptologues égyptiens Gamal Mokhtar et français Jean Vercouteur nous renseignent sur les sources de l'histoire de l'Égypte. Écoutons leur texte. Position géographique. Quand on regarde une carte de l'Afrique, la vallée du Nil attire immédiatement l'attention, car bien plus qu'un simple fleuve, c'est un véritable carrefour entre les mondes. La vallée du Nil ressemble à un immense couloir de passage naturel. Grâce à sa position géographique exceptionnelle, elle permet de relier facilement l'Est, avec la mer Rouge, l'Ouest, vers le désert et la région du Tchad, le Nord, en direction de la Méditerranée, et bien sûr le sud de l'Afrique. Autrement dit, le Nil relie l'Afrique à elle-même et au reste du monde. Mais cette situation n'a pas toujours eu la même importance au cours de l'histoire. Entre environ 7000 et 2400 avant notre ère, le climat africain est beaucoup plus humide qu'aujourd'hui. Le Sahara n'est pas encore le grand désert que nous connaissons. Les hommes circulent librement. Ils voyagent sans grande difficulté d'est en ouest, du nord au sud. Les différentes cultures africaines se forment, se rencontrent, échangent entre elles, mais aussi avec le Proche-Orient. La vallée du Nil existe déjà, bien sûr, mais elle n'est pas encore indispensable, car la nature est accueillante presque partout. Puis, à partir de 2400 avant notre ère, tout change. Le climat se transforme brutalement. Le Sahara s'assèche et devient un désert très difficile à traverser. Les voyages horizontaux, d'est en ouest, deviennent presque impossibles. À partir de ce moment-là, le Nil devient essentiel. Il devient la principale voie de circulation. C'est par ce couloir naturel que transitent désormais les marchandises, les matières premières, les objets, mais aussi les idées, entre l'Afrique noire au sud et le monde méditerranéen au nord. Le Nil devient alors la colonne vertébrale de l'Afrique nord-orientale. Source de l'histoire de la vallée du Nil dans l'Antiquité. Mais la vallée du Nil n'est pas seulement importante pour sa géographie. Elle est surtout capitale pour l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle est la région d'Afrique la plus riche en sources historiques. Grâce à ces sources, nous pouvons comprendre comment vivaient les populations anciennes, leur culture, leurs outils, leurs croyances religieuses, et leur organisation politique. Les historiens disposent de deux grands types de sources pour étudier le passé de la vallée du Nil. D'abord, l'archéologie, ce sont les objets, les monuments, les tombes et les vestiges découverts dans le sol. Ces traces sont précieuses, même si elles ne livrent pas toujours tous leurs secrets. Ensuite, il y a les textes écrits, laissés par les anciens Égyptiens ou par des étrangers. Plusieurs grands témoins ont joué un rôle essentiel dans notre connaissance de l'Égypte antique. Les Grecs, par exemple, comme Hérodote, voyagent en Égypte dès le VIe siècle avant notre ère. Ils observent, comparent et décrivent des coutumes qu'ils jugent parfois étranges ou surprenantes. Il y a aussi Manéthon, un prêtre égyptien, qui rédige une histoire complète du pays. Même si son œuvre a disparu lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, ses écrits nous servent encore aujourd'hui à classer les pharaons par dynastie. Enfin, il faut mentionner Jean-François Champollion. Pendant des siècles, personne ne savait plus lire les hiéroglyphes. En 1822, Champollion réussit à les déchiffrer. À partir de ce moment, les Égyptiens de l'Antiquité peuvent enfin parler à nouveau à travers leurs propres textes. Mais attention, il faut utiliser ces écrits avec prudence. Tout ce qui est gravé sur les murs des temples n'est pas forcément la vérité historique exacte. Ces textes avaient souvent un objectif précis, faire la publicité du pharaon, montrer qu'il était un bon roi,
qu'ils protégeaient l'ordre du monde, l'Ama, contre le chaos. Ils avaient aussi une fonction religieuse, assurer que le nom du pharaon ne soit jamais oublié, afin qu'il vive éternellement dans l'au-delà. En gros, la vallée du Nil est comme un livre ouvert sur le passé de l'Afrique. Mais comme tout livre ancien, il faut le lire avec intelligence, esprit critique et prudence. C'est à cette condition que l'histoire du Nil peut vraiment nous éclairer sur les origines et la richesse des civilisations africaines. Les archives secrètes des pharaons. Quand on parle de l'Égypte ancienne, une grande question se pose toujours. Dans quel ordre ont régné les pharaons, et pendant combien de temps? Pour répondre à cette question, les historiens ne se contentent pas de deviner. Ils s'appuient sur de véritables archives officielles, rédigées par les scribes de l'époque. Le problème, c'est que la quasi-totalité de ces documents a disparu avec le temps. Il ne nous en reste aujourd'hui que 2 témoignages majeurs, extrêmement précieux, mais malheureusement très abîmés. On pourrait presque les appeler les archives secrètes des pharaons. La première est connue sous le nom de pierre de Palerme. Il s'agit d'une grande plaque de pierre noire, en diorite, gravée sur ses 2 faces. On peut la considérer comme l'un des tout premiers livres d'histoire de l'humanité. Cette pierre nous donne les noms des rois depuis les origines de l'Égypte jusqu'aux alentours de l'an 2450 avant notre ère. Mais elle ne se contente pas d'énumérer des noms. Elle raconte aussi, année après année, les événements marquants du règne de chaque roi, fêtes, constructions, guerres, grandes décisions. Ce sont ce qu'on appelle des annales. Le problème, c'est que cette pierre a été brisée. Il n'en reste aujourd'hui que quelques fragments, ce qui rend la lecture incomplète et parfois difficile à interpréter. Le deuxième document est encore plus impressionnant, le papyrus de Turin. C'est un long rouleau de papyrus, aujourd'hui conservé en Italie. Ce document est une véritable liste géante des pharaons. Il recense tous les rois jusqu'à environ l'an 1200 avant notre ère. Pour chacun d'eux, le scribe a noté non seulement le nom complet, mais aussi la durée exacte du règne, le nombre d'années, de mois et même de jours. C'est une précision exceptionnelle pour l'Antiquité. Ce papyrus est fondamental, car il classe les rois par famille et par période. C'est de là que vient la notion de dynastie, que les historiens utilisent encore aujourd'hui pour structurer l'histoire de l'Égypte. Mais là encore, il y a un gros problème. Le papyrus avait été découvert en relativement bon état. Pourtant, lors de son transport, il a été gravement endommagé. Il s'est littéralement réduit en milliers de morceaux. Les chercheurs ont dû passer des années à le reconstituer, comme un immense puzzle. Malgré ce travail colossal, certaines parties manquent toujours. Ces 2 documents sont comme les piliers de la chronologie égyptienne. Sans eux, il serait presque impossible de reconstituer l'ordre des pharaons et la durée de leur règne. Chronologie égyptienne. Quand on essaie de dater les événements de l'Égypte ancienne, on se heurte très vite à un véritable casse-tête chronologique. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ne comptaient pas le temps comme nous. Contrairement à notre calendrier, qui commence symboliquement à l'an 0, les Égyptiens faisaient repartir le temps à 0 à chaque nouveau règne. Pour eux, l'histoire recommençait avec chaque pharaon. Ainsi, un Égyptien ne disait pas « Nous sommes en 2024 ». Il disait plutôt « Année 10 du pharaon X, 2e mois de la saison des inondations, 8e jour ». Le problème, c'est qu'à la mort du pharaon X, le calendrier repartait immédiatement à l'an 1 avec le pharaon Y. Résultat, pour dater précisément un événement, il faudrait connaître le nom de tous les pharaons et la durée exacte de chacun de leurs règnes. Or, beaucoup de documents ont disparu ou sont incomplets, comme le papyrus de Turin.
Il manque donc des noms, des dates, et parfois des règnes entiers. Au départ, les chercheurs ont essayé une méthode simple, additionner tous les règnes les uns après les autres. C'est ce qu'on appelle la chronologie longue. En faisant ces calculs, ils arrivaient à une Égypte vieille de plus de 4000 ans. Mais cette méthode s'est révélée trompeuse. Pourquoi? Parce que l'Égypte n'a pas toujours été un royaume parfaitement uni. Parfois, deux pharaons régnaient en même temps dans des régions différentes, ce sont les rois rivaux. Et souvent, un pharaon vieillissant associait son fils au pouvoir avant de mourir. Pendant plusieurs années, père et fils régnaient ensemble, on parle alors de corégence. Si l'on additionne leurs règnes séparément, on compte le temps deux fois et on fausse complètement les calculs. Alors comment sortir de ce piège? Les historiens ont levé les yeux vers le ciel. Les Égyptiens observaient attentivement une étoile extrêmement brillante appelée Soti, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Sirius. Ils notaient précisément le jour où cette étoile réapparaissait dans le ciel, juste avant le lever du soleil. Ce phénomène s'appelle le lever héliaque. Or, ce phénomène astronomique est régulier et parfaitement calculable. Grâce à ces observations anciennes, les chercheurs modernes ont pu établir des dates fixes et fiables. Ce sont les fameuses dates zodiaques, qui servent aujourd'hui de base solide à toute la chronologie de l'Égypte antique. Mais pour comprendre le temps chez les Égyptiens, il faut aussi parler de leur calendrier agricole. Les Égyptiens étaient avant tout des paysans, et leur année était rythmée non par la lune, mais par le fleuve Nil. L'année était divisée en 3 saisons de 4 mois chacune. La première saison s'appelait Aké, la saison de l'inondation. C'était le début de l'année. Le Nil débordait, recouvrait les champs, et déposait une boue noire très fertile appelée le limon. Pendant cette période, les paysans ne cultivaient pas, la terre se reposait. Vient ensuite la saison Péré, qui signifie sortir. L'eau se retirait, la terre réapparaissait, et les paysans semaient les graines. Les cultures profitaient de l'humidité laissée par le fleuve pour pousser. Enfin, la saison Chemou correspondait à la récolte. C'était la période la plus chaude et la plus sèche. Les céréales arrivaient à maturité, on faisait la moisson, on stockait les récoltes dans des greniers, et l'on préparait les champs pour la prochaine crue. Et au cœur de ce système se trouvait un secret fascinant, l'étoile Soti. Les Égyptiens avaient remarqué que la crue du Nil arrivait toujours au moment où cette étoile réapparaissait dans le ciel. Ils y voyaient un signe divin. Selon la légende, Soti représentait la déesse Isis, et la crue du Nil était provoquée par ses larmes. Sans le savoir, en liant leur calendrier à une étoile, les Égyptiens ont offert aux historiens modernes un repère astronomique d'une précision exceptionnelle. Grâce à Soti, le temps de l'Égypte ancienne n'est plus un chaos de règnes et de chiffres, mais une histoire que l'on peut enfin replacer sur une ligne du temps fiable. L'invention du calendrier de 365 jours. Les Égyptiens ont été les premiers à inventer un calendrier très proche de celui que nous utilisons encore aujourd'hui. En observant attentivement le Nil, ils ont compris une chose essentielle, l'inondation revenait à intervalles réguliers, environ tous les 365 jours. À partir de cette observation, ils ont décidé d'organiser le temps. Pour construire leur calendrier, les scribes ont utilisé une méthode simple et incroyablement efficace. Ils ont divisé l'année en 12 mois de 30 jours, ce qui faisait 360 jours. Puis, à la fin de l'année, ils ont ajouté 5 jours supplémentaires, réservés aux fêtes et aux célébrations. Ces jours spéciaux étaient appelés les jours épagomènes. Résultat, 365 jours exactement. Pour l'Antiquité, c'était tout simplement le calendrier le plus précis jamais créé. Mais même ce système remarquable cachait un petit défaut technique.
En réalité, une année ne dure pas exactement 365 jours, mais 365 jours et un quart. Ce quart de jour manquant provoquait un décalage progressif. Tous les 4 ans, le calendrier égyptien prenait un jour de retard par rapport au cycle réel de la nature. Avec le temps, ce décalage devenait visible. Les saisons indiquées par le calendrier ne correspondaient plus du tout à la réalité. Il arrivait même que le calendrier annonce l'été alors que le Nil était en pleine inondation. Pour que le calendrier se réaligne parfaitement avec les étoiles et les saisons, il fallait attendre 1460 ans. C'est ce qu'on appelle le cycle zodiaque. Et pourtant, ce défaut apparent s'est transformé en une véritable chance pour les historiens modernes. Pourquoi ? Parce que nous savons exactement à quelle vitesse le calendrier égyptien se décalait par rapport à l'étoile Soti, que nous appelons aujourd'hui Sirius. En croisant les textes égyptiens avec les calculs astronomiques, les chercheurs ont pu remonter le temps et fixer des dates solides et fiables pour l'histoire de l'Égypte. Grâce à ce travail, nous pouvons aujourd'hui situer avec précision les grandes périodes de la civilisation pharaonique. L'Ancien Empire, l'époque des grandes pyramides, s'étend approximativement de 2750 à 2200 avant notre ère. Le Moyen Empire se développe entre 2150 et 1780 avant notre ère. Le Nouvel Empire, l'âge d'or de l'Égypte avec Ramsès et Toutankhamon, va de 1580 à 1080 avant notre ère. Enfin, l'histoire de l'Égypte des pharaons s'achève en 332 avant notre ère, lorsqu'Alexandre le Grand conquiert le pays. L'environnement nilotique. L'historien grec Hérodote disait que les Égyptiens ne faisaient rien comme les autres. Et il avait raison. Car l'Égypte est un pays absolument unique, sans le Nil, l'Égypte ne serait qu'un désert vide. Toute son histoire est le résultat d'un dialogue permanent entre les hommes et le fleuve. Revenons d'abord très loin dans le temps, entre environ 3300 et 2400 avant notre ère. À cette époque, le climat est beaucoup plus humide qu'aujourd'hui. Autour du Nil, la nature est généreuse. On y trouve des paysages de savane, riches en végétation et en gibier. Les Égyptiens ne sont pas encore uniquement des agriculteurs. Ils sont avant tout des éleveurs. La richesse ne se mesure pas en sacs de blé, mais en troupeaux, en vaches et en bœufs. Les pluies sont suffisantes pour nourrir les pâturages, et les populations ne dépendent pas encore totalement du Nil pour survivre. La vie est plus libre, plus mobile. Mais le Nil, déjà, impose sa loi. Au début, les hommes ne cherchent pas à utiliser le fleuve pour irriguer les champs. Leur priorité est tout autre, se protéger. Car la crue du Nil peut être violente, imprévisible, et parfois dévastatrice. Une inondation trop forte peut détruire les villages et les réserves. Les premiers Égyptiens apprennent alors à se défendre. Ils construisent des digues, de simples murs de terre, et creusent des canaux pour évacuer l'excès d'eau. Avant de dompter le Nil, ils apprennent d'abord à survivre face à lui. Puis, vers 2400 avant notre ère, un changement majeur bouleverse tout l'équilibre. Le climat se transforme, le Sahara s'assèche et devient un désert. Désormais, le Nil n'est plus une ressource parmi d'autres, il devient la seule source de vie. C'est à ce moment-là que les Égyptiens font preuve d'un génie exceptionnel. En s'appuyant sur l'expérience accumulée par les générations précédentes, ils inventent un système révolutionnaire, l'irrigation par bassin. Ils divisent les terres agricoles en grands bassins entourés de digues. Au moment de la crue, ils ouvrent les canaux pour laisser entrer l'eau. Celle-ci reste plusieurs semaines, le temps de bien imbiber la terre et de déposer le limon, cette boue noire extrêmement fertile. Ensuite, l'eau est évacuée, et les paysans peuvent semer sur un sol riche et prêt à produire.
l'ingéniosité des hommes, dompter le Nil. On dit souvent que l'Égypte est un don du Nil. Mais cette phrase est incomplète. Car si le Nil apporte l'eau, ce sont les hommes qui ont créé l'Égypte, en inventant des solutions pour dompter un fleuve aussi généreux que capricieux. Les Égyptiens ont compris très tôt qu'ils ne pouvaient ni lutter contre le Nil, ni le laisser agir librement. Il fallait le contrôler intelligemment. C'est ainsi qu'ils ont mis en place un système d'irrigation d'une efficacité remarquable, le système des bassins. Concrètement, les terres situées le long du fleuve étaient découpées en grands carrés, entourés de murs de terre appelés digues. Lorsque le Nil entrait en crue, on ouvrait des passages pour laisser l'eau envahir ces bassins. L'eau restait sur place pendant un certain temps, le temps que la terre s'en imprègne et que le limon, cette boue noire extrêmement fertile, se dépose au fond. Une fois le sol prêt à être cultivé, l'eau était évacuée vers le fleuve, plus en aval. Des canaux permettaient aussi d'acheminer l'eau vers des terres éloignées que la crue ne pouvait pas atteindre naturellement. Ce système n'était pas seulement ingénieux pour arroser les champs, il était aussi vital pour protéger les populations. En forçant l'eau à se répartir dans les bassins, on ralentissait la puissance du courant. Cela évitait que les inondations ne détruisent les villages et les cultures. En plus, ce système garantissait une fertilisation équitable, chaque champ recevait sa part de limon, et donc les mêmes chances de produire de bonnes récoltes. Mais un tel dispositif ne pouvait fonctionner sans une organisation rigoureuse. Après chaque crue, il fallait réparer les digues, nettoyer les canaux, reconstruire ce que l'eau avait endommagé. Si ces travaux n'étaient pas faits, la nature reprenait le dessus et la famine menaçait. C'est là qu'intervient l'État égyptien. Le pharaon et son administration dirigeaient ces grands travaux collectifs. Ils organisaient la main-d'œuvre, contrôlaient les canaux et géraient les récoltes. Car le Nil restait imprévisible, certaines années, la crue était trop faible. Pour faire face à ces périodes difficiles, le pouvoir central a créé des greniers royaux. On y stockait les surplus de céréales des bonnes années afin de nourrir la population lors des mauvaises périodes. Le peuplement de la vallée du Nil. La présence humaine dans la vallée du Nil remonte à une période extrêmement ancienne, dès la préhistoire, au Paléolithique. À cette époque, les hommes ne s'installent pas encore au cœur de la vallée, qui est trop sauvage et dangereuse, mais sur les hauteurs, les terrasses naturelles qui dominent le fleuve. Malgré les changements climatiques, les périodes plus humides puis plus sèches, l'être humain n'a jamais quitté cette région. Le Nil a toujours attiré et retenu les populations. Mais très vite, un débat est né, surtout à l'époque moderne, quelle était la race des anciens Égyptiens? Étaient-ils noirs? Étaient-ils blancs? Ce débat a longtemps opposé les savants, mais aujourd'hui, les historiens et les anthropologues sont beaucoup plus prudents. D'abord, parce qu'il est scientifiquement très difficile de définir une race à partir de squelettes anciens. Les critères utilisés autrefois, comme la forme du crâne ou la longueur des membres, sont aujourd'hui jugés peu fiables. Ensuite, parce que même la couleur de la peau, liée à la mélanine, est difficile à mesurer avec certitude sur des restes vieux de plusieurs millénaires. Les spécialistes eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord. De plus en plus, les chercheurs s'accordent sur une idée essentielle, la notion de race pure n'a probablement jamais existé en Égypte. Et cela s'explique très bien par la position géographique du pays. L'Égypte est un véritable carrefour, au nord de l'Afrique, aux portes de l'Asie, et ouverte sur la Méditerranée. Les populations ne sont pas arrivées d'un seul coup, mais progressivement, sur des milliers d'années. Des groupes venus du sud de l'Afrique, de l'est vers le Proche-Orient, et peut-être même du nord, se sont installés, mélangés et intégrés. Les études des squelettes anciens montrent une grande diversité de types physiques, preuve d'un brassage continu. Cette diversité se retrouvait aussi selon les régions. Au sud,
en Haute-Égypte, les populations avaient généralement la peau plus foncée et parfois des traits différents, comme des lèvres plus épaisses ou des nez plus courts. Au nord, en Basse-Égypte, la peau était souvent un peu plus claire, tout en restant plus sombre que celle des peuples méditerranéens voisins. Mais malgré ces différences, on observe aussi de nombreux points communs, des cheveux souvent noirs et frisés, des corps élancés, et des visages plutôt ronds. Heureusement, nous disposons d'un témoignage exceptionnel, l'art égyptien. Les statues et les peintures funéraires ne sont pas des portraits idéalisés. Pour les Égyptiens, il était essentiel que la statue ressemble fidèlement au défunt, afin que son âme puisse le reconnaître dans l'au-delà. Grâce à cette exigence, nous pouvons observer une incroyable variété de visages. Des profils droits ou marqués, des pommettes saillantes, des nez busqués ou larges et droits, des lèvres fines ou charnues. Rien n'est uniforme. Écriture et environnement. En Afrique, le premier pays à inventer l'écriture fut l'Égypte, il y a environ 6000 ans, vers l'an 4000 avant notre ère. Les hiéroglyphes comptent ainsi parmi les écritures les plus anciennes de toute l'humanité. Ce qui rend l'écriture égyptienne unique, c'est qu'elle est restée fidèle aux images. Contrairement à d'autres régions du monde où les dessins se sont peu à peu transformés en signes abstraits, les Égyptiens ont conservé des représentations très réalistes. Pour écrire le mot au poisson, le scribe dessinait tout simplement un poisson. Pour écrire le verbe marcher, il dessinait deux jambes en mouvement. Et ces images ne sortaient pas de l'imagination, elles venaient directement du milieu africain. Les hiéroglyphes représentent des lions, des oiseaux, des serpents, des plantes du Nil, bref, tout ce qui faisait partie du paysage quotidien des Égyptiens. Leur écriture est profondément ancrée dans leur environnement. Mais très vite, un problème se pose, dessiner un objet est simple, mais comment représenter une idée abstraite, un sentiment ou une pensée? Comment écrire aimer, penser, ou se souvenir? Face à ce défi, les Égyptiens ont fait preuve d'une grande ingéniosité. La première solution est ce qu'on appelle le principe du rébus, ou de l'homophonie. Ils utilisaient un dessin non pas pour ce qu'il représente, mais pour le son qu'il produit. Un objet pouvait ainsi servir à écrire une syllabe ou un son, même si le sens était totalement différent. La deuxième solution repose sur l'idéographie. Les scribes ajoutaient à la fin des mots des signes muets, appelés déterminatifs, pour préciser le sens. Par exemple, après un mot lié à une émotion ou à une action humaine, on pouvait dessiner un homme portant la main à sa bouche ou à son cœur. C'est précisément ce mélange qui rend les hiéroglyphes si complexes. L'écriture égyptienne combine trois systèmes à la fois, le dessin pur, le son et le sens. Certains signes se lisent avec les yeux, d'autres avec les oreilles, et d'autres encore servent simplement à guider la compréhension. C'est cette complexité qui a longtemps résisté aux savants modernes, jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes au XIXe siècle. Les trois secrets des hiéroglyphes. Quand on regarde des hiéroglyphes, on a souvent l'impression de voir de simples dessins. Mais en réalité, l'écriture égyptienne repose sur un système extrêmement intelligent. Pour pouvoir écrire n'importe quel mot, même des idées impossibles à dessiner, les Égyptiens utilisaient trois techniques en même temps. Ce sont ce qu'on peut appeler les trois secrets des hiéroglyphes. Le premier secret, et le plus important, s'appelle le principe du rébus, ou l'homophonie. Quand un mot était trop abstrait ou trop compliqué à représenter, les scribes utilisaient le dessin d'un objet qui avait le même son. Par exemple, le mot aimer se prononçait mer. Or, le mot roue, un outil agricole, se prononçait aussi mer. Pour écrire aimer, il suffisait donc de dessiner une oue. Pour les mots plus longs, on associait plusieurs dessins pour former une suite de sons. C'est un peu comme si,
en français, on dessinait un chat et un pied pour écrire le mot chapeau. Mais ce système pouvait parfois prêter à confusion. C'est pourquoi les Égyptiens ont inventé le deuxième secret, les compléments phonétiques. Ce sont de petits signes qui fonctionnent comme des lettres. Il y en avait environ 24. Les scribes les ajoutaient pour répéter la fin du mot et s'assurer que le lecteur le prononce correctement. Et lorsqu'un dessin devait être compris comme un objet réel et non comme un son, on ajoutait un petit trait vertical pour dire clairement « Attention, ici je parle bien de l'objet lui-même ». Enfin, le troisième secret rendait l'écriture encore plus précise, les déterminatifs, que l'on peut appeler des étiquettes de sens. Ces signes se plaçaient à la fin du mot. Ils ne se lisaient pas à voix haute, mais servaient uniquement à indiquer la catégorie du mot. Après un mot lié au combat ou à la violence, on dessinait par exemple un bras armé. Après un mot en rapport avec l'eau, on ajoutait 3 vagues. Et après un mot abstrait, une idée ou une pensée, on dessinait un rouleau de papyrus. Grâce à ces 3 techniques, les hiéroglyphes combinaient les sons, comme un alphabet, et le sens, un peu comme nos émojis modernes. L'écriture et l'organisation de l'Égypte. Quand on parle de l'écriture en Égypte ancienne, il faut oublier l'idée d'un simple moyen de communication. Pour les Égyptiens, l'écriture était à la fois magique, politique et profondément enracinée dans le sol africain. D'abord, il y a la magie des images. Les Égyptiens n'ont jamais cherché à créer un alphabet simple comme le nôtre. Pourquoi ? Parce que pour eux, chaque hiéroglyphe était vivant. Un signe ne représentait pas seulement une chose, il possédait une force, un pouvoir. Ainsi, certains signes étaient jugés dangereux. Un serpent ou un oiseau dessiné pouvait, selon les croyances, nuire au lecteur dans l'au-delà. Pour éviter cela, les scribes prenaient soin de mutiler ces signes, on coupait la queue du serpent ou les pattes de l'oiseau. De la même façon, le nom d'une personne était considéré comme une partie de son corps. Effacer ou marteler un nom sur un monument, c'était effacer l'existence même de cette personne, ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, il est essentiel de comprendre que l'écriture égyptienne est une invention purement africaine. Pendant longtemps, certains ont pensé qu'elle venait d'ailleurs. Pourtant, tout prouve le contraire. Les signes représentent des animaux et des plantes propres à la vallée du Nil, une faune et une flore typiquement africaines. De plus, on peut suivre pas à pas son évolution en Égypte dès l'an 4000. Elle ne surgit pas brutalement avec l'arrivée d'envahisseurs étrangers, elle est née sur place, lentement, en réponse aux besoins de la société. Mais pourquoi inventer l'écriture ? Pourquoi inventer l'État ? La réponse se trouve, encore une fois, dans le Nil. Face aux crues parfois dévastatrices du fleuve, une famille isolée ne pouvait rien faire. Pour se protéger, les hommes ont dû apprendre à s'unir, à travailler collectivement, à construire de grandes digues et à gérer l'eau ensemble. De cette organisation sont nées de petites unités politiques appelées les nomes, des provinces dirigées par une ville principale. L'écriture est devenue indispensable pour administrer ces territoires, organiser le travail, stocker les récoltes et prendre des décisions. Cette organisation s'est développée dans un cadre géographique très particulier. Au sud, la Haute-Égypte est formée d'une succession de bassins naturels encaissés entre les montagnes. C'est là que se trouvent les premiers grands centres politiques, comme Nagada ou Abydos. Au nord, la Basse-Égypte, située autour de l'actuelle région du Caire, est une zone plus ouverte, mais qui, à cette époque, ne s'étend pas encore jusqu'à la mer. L'Égypte, une force née du sud et de l'organisation. L'Égypte, comme nous le savons, n'est pas devenue une grande civilisation par hasard. Sa force est née dans le sud,
dans la Haute-Égypte, et surtout de la capacité des hommes à s'organiser pour dompter le Nil. Au début, l'Égypte n'était pas un pays uni. Elle était divisée en 2 confédérations, 2 groupes de provinces. Mais c'est le Sud qui a fini par l'emporter et unifier tout le pays, vers l'an 3000 avant notre ère. Pourquoi le Sud a-t-il gagné? Parce que les provinces du Sud étaient organisées autour de bassins naturels. Pour survivre, les habitants de chaque bassin ont dû travailler ensemble très tôt, construire des digues et des barrages, protéger leur village des crues du Nil. Cette coopération a forgé leur force et leur expérience de l'organisation collective. Et pour gérer ces travaux gigantesques, un outil est devenu indispensable, l'écriture. Elle n'a pas été inventée seulement pour la beauté ou l'art. Elle est née par nécessité administrative. Pour protéger les villages, il fallait mobiliser des milliers d'hommes simultanément, donner des ordres précis à des équipes réparties sur de grandes distances, calculer les rations de nourriture et prévoir le matériel nécessaire. Sans l'écriture, tous ces grands travaux auraient été impossibles. Les chiffres, les mesures, les instructions devaient être consignées avec précision pour que tout fonctionne. Avec l'unification de l'Égypte par le roi Ménès, l'administration est devenue encore plus complexe. Le pharaon devait gérer les réserves de nourriture de tout le pays pour éviter la famine. Et c'est là qu'intervient le personnage clé, le scribe. Le scribe était le plus important après le pharaon. Il tenait la comptabilité des stocks, notait les entrées et sorties de grains, planifiait les travaux, enregistrait toutes les données nécessaires pour faire fonctionner le pays. Son prestige était immense, même les princes et hauts personnages se faisaient représenter en position de scribe, assis avec leur papyrus. Et pour les Égyptiens, écrire n'était pas seulement technique, c'était magique. Écrire le nom d'une chose, c'était avoir un pouvoir sur elle. L'Égypte et la Nubie, 2 destins différents. L'Égypte et de la Nubie. Ces 2 peuples se ressemblaient beaucoup, tant sur le plan physique que culturel. Et pourtant, leurs histoires ont suivi des chemins très différents. Commençons par l'Égypte. La vallée du Nil y est large, et le peuple est très nombreux. Pour survivre face aux crues parfois destructrices du fleuve, tout le monde devait travailler ensemble, construire des digues, creuser des canaux, gérer les eaux pour que les champs soient fertiles. Cette vie collective a rendu l'organisation indispensable. Il fallait une hiérarchie claire, des chefs, des sous-chefs et des ouvriers. Et surtout, il fallait l'écriture, pour donner des ordres, compter les récoltes, gérer des milliers de personnes. Sans cet outil, la société égyptienne n'aurait jamais pu fonctionner à cette échelle. Maintenant, regardons la Nubie, au sud de l'Égypte. Là, les conditions sont très différentes. La vallée du Nil est beaucoup plus étroite, il y a moins de place pour de grands champs. Les Nubiens vivent en petits groupes dispersés. Leur vie repose sur l'élevage, ils suivent leurs troupeaux et doivent se déplacer souvent. Dans ces conditions, il n'y a pas besoin d'une administration complexe. L'écriture, bien qu'ils la connaissent, reste quasi inutilisée. Leur tradition est orale, les histoires, les savoirs, les règles se transmettent de bouche à oreille. Leur société privilégie la mobilité et la liberté plutôt que la centralisation et la hiérarchie stricte. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette comparaison? Ce n'est pas parce qu'un peuple est plus intelligent qu'un autre qu'il invente l'écriture. C'est l'environnement et les contraintes de la vie quotidienne qui imposent l'organisation et créent le besoin d'un outil comme l'écriture. L'Égypte africaine, réceptacle d'influence. L'Égypte, c'est avant tout une civilisation africaine, profondément enracinée dans son environnement,
mais qui a aussi su absorber des influences venues de partout. Vers l'an 3700 avant notre ère, on remarque que les différentes régions du Nil commencent à vivre de manière très semblable. Pendant longtemps, certains ont pensé que cela venait d'étrangers très savants, venus d'autres pays, qui auraient civilisé l'Égypte. Mais la réalité est tout autre, l'Égypte s'est construite localement. Contrairement à ces idées reçues, ce n'est pas un peuple de Mésopotamie qui a inventé l'écriture ou les techniques égyptiennes. L'écriture est née au bord du Nil, et le peuple égyptien a développé ses propres méthodes et son propre style, tout en échangeant, bien sûr, avec ses voisins. L'Égypte a donc su se nourrir des idées extérieures, mais sans jamais perdre sa propre identité. Sa position géographique a joué un rôle essentiel. On peut l'imaginer comme une maison avec 4 portes. À l'est, par le désert et la mer Rouge, certaines idées venues de Mésopotamie sont arrivées. À l'ouest, les Égyptiens ont gardé des contacts avec les peuples du Sahara et de Libye, comme on peut le voir sur les dessins présents sur les objets anciens. Au nord, très tôt, ils ont échangé avec la Palestine et le Liban, notamment pour se procurer du bois rare et précieux. Mais ce sont les liens avec le sud, l'Afrique, qui étaient les plus forts et les plus durables. Bien avant les pyramides, les Égyptiens et leurs voisins du sud, les Nubiens, partageaient déjà les mêmes techniques et croyances. La fabrication de la poterie, l'usage des phares et du maquillage, et des croyances sur la vie après la mort. Ces échanges ne se limitaient pas aux idées. On a retrouvé dans les plus vieilles tombes d'Égypte des objets provenant de très loin au sud. L'ivoire des défenses d'éléphants, l'ébène, ce bois noir précieux, l'encens, et même des pierres volcaniques comme l'obsidienne. Tout cela montre que l'Égypte n'était pas isolée. Les échanges avec l'Afrique subsaharienne permettaient non seulement de faire circuler les marchandises, mais aussi les idées et les inventions. Les mystères que les archéologues n'ont pas encore résolus. Même si nous connaissons beaucoup de choses sur les pharaons et l'Égypte ancienne, il reste encore de grandes zones d'ombre. Pourquoi ? Parce que 2 obstacles principaux nous empêchent de tout comprendre, les lieux inexplorés et les époques oubliées. Commençons par le problème des lieux inconnus, c'est-à-dire l'espace. Pour savoir si les Égyptiens ont été influencés par leurs voisins, il faudrait pouvoir comparer leurs objets, poteries, outils, bijoux. Mais il nous manque encore des informations sur 2 régions clés. D'abord le delta, au nord, là où le Nil se jette dans la mer. À cause de l'humidité et de la boue, on a trouvé très peu d'objets anciens. On ne sait donc pas exactement si les peuples d'Asie ont influencé l'Égypte à ses débuts. Ensuite, la haute vallée du Nil, au sud, vers le Soudan. C'est une région capitale, car c'est là que l'Égypte échangeait avec le reste de l'Afrique. Des découvertes récentes montrent que les objets là-bas ressemblent beaucoup à ceux de l'Égypte, mais nous n'avons pas encore assez de preuves pour comprendre tous les liens. Le deuxième obstacle, c'est le problème des époques vides, c'est-à-dire le temps. L'histoire de l'Égypte a duré plus de 3000 ans, ce qui est immense. Mais tout n'a pas été conservé de la même façon. Il y a les temps forts, les périodes de gloire, comme l'époque des grandes pyramides, où nous avons beaucoup de monuments et de textes. Et puis il y a les temps faibles, des périodes de crise, de guerre ou de troubles. Pour environ un tiers de l'histoire égyptienne, soit près de 1000 ans, nous ne savons presque rien, car très peu de documents ont été conservés. Alors pourquoi est-ce important ? Sans ces informations, il est difficile de savoir si l'Égypte a tout inventé toute seule ou si elle a été influencée par ses voisins. Pour l'instant, beaucoup de théories des chercheurs ne sont que des hypothèses, des suppositions, en attendant que les fouilles archéologiques continuent et nous apportent de nouvelles preuves.